Merci, Madame Pack. Et merci également à notre témoin. Monsieur le témoin, vous allez maintenant répondre aux questions de l'équipe de la défense. Par conséquent, sans plus attendre, je donne la parole à Maître Altit. Maître Altit, en effet, qui est le conseil principal de Monsieur Gbagbo. Allez-y, vous avez la parole, Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, monsieur. Mon nom est Emmanuel Altit et je suis l'avocat principal de Laurent Gbagbo. Enchanté de faire votre connaissance. Je vais vous poser à mon tour des questions et je serai reconnaissant d'y répondre de manière précise et concise, d'accord? Si j'ai les réponses, oui. And truthfully, Le juge président, et de manière exacte, ajouterai-je, ou conformément à la vérité. Alors, Monsieur le témoin, je vais revenir sur certains points que vous avez abordés ce matin lorsque vous avez répondu aux représentants de l'accusation. Et notamment, j'ai noté que vous avez dit à un moment, et vous allez me dire si vous vous souvenez d'avoir dit ça, que le commandant des forces terrestres s'était retrouvé au Golfe. Vous vous souvenez que vous avez dit ça? Bien sûr que oui, j'ai dit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qui était le commandant des forces terrestres? Comment s'est-il retrouvé au Golfe? Et à quel moment s'est-il retrouvé au Golfe? Merci. Le commandant des forces terrestres dans cette période était le général Deto Leto. Maintenant, vous dire précisément à quel moment il s'est retrouvé au Golfe et pourquoi il s'est retrouvé au Golfe, ça, je ne saurais le dire. Mais effectivement, à un moment donné, le général Deto Leto s'est retrouvé au Golfe. Oui. Alors, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous voulez dire qu'il a déserté son poste et rejoint les responsables du camp Ouattara qui se trouvait au Golfe? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Bien sûr. D'accord. Alors je passe à un autre point. Vous nous avez expliqué que des soldats avaient quitté le camp d'Aquedo et étaient venus vivre chez vous, et si j'ai bien compris, du début mars 2011 au 11 avril 2011. C'est bien ça? Jusqu'après le 11 avril 2011. Oui, c'est ça. D'accord. Et je crois avoir compris, mais vous m'arrêtez si je me trompe, qu'ils étaient 18. Oui. D'accord. Vous nous avez dit que vous aviez été dénoncé comme personne qui hébergeait des assaillants. C'est bien ça? Oui, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous voulez dire par là que vous avez été dénoncé comme membre d'un groupe rebelle ou membre d'un groupe d'opposition armée? Oui, mais c'était courant à cette époque. C'est-à-dire, quand les gens ne sont pas du bord LMP, effectivement, ils sont taxés d'assaillants. Voilà, donc, effectivement, moi, je regardais la télévision TCI chez moi. Donc, je n'étais pas du bord LMP. Donc, effectivement, et les gens sont venus habiter chez moi. Ces collègues-là, il y en a qui sont du premier BCP comme moi. Il y a d'autres qui sont venus avec les groupes de Daloa.
dont quelques zinzins Bayofoué, qui sont par l'intermédiaire de mes amis qui étaient avec moi, qui sont venus aussi habiter là. Donc on était au nombre de 18. D'accord. Et pourquoi ils sont allés chez vous? Je sais que vous nous avez dit que votre maison était dans le village d'Aquedo, donc il y avait probablement des raisons pratiques. Mais pourquoi chez vous en particulier? Pourquoi? Que savaient-ils pouvoir trouver chez vous? Vous comprenez ma question? Je comprends bien votre question. Pourquoi chez moi en particulier? Mais il n'y avait pas une particularité. Les autres qui étaient là avant eux leur ont dit qu'effectivement, chez moi, ils sont à l'aise. C'est pourquoi ils sont venus là. Sinon, il n'y a pas une raison spécifique pour laquelle ils sont là. Eux, ils cherchaient un endroit où habiter et attendre la fin des difficultés avant de rejoindre chez eux. Donc, s'il y a un espace qui leur est offert, ils y sont venus, c'est tout. D'accord. Quand vous dites ils sont à l'aise, vous voulez dire ils sont à l'aise du fait de votre engagement politique, c'est ça que vous voulez dire? Mon engagement politique, ça peut pas expliquer cela, parce que ceux-mêmes qui sont venus habiter chez moi, là, certains étaient LMP, mais seulement ils ne savaient pas où dormir. C'est tout le problème. Certains étaient LMP. Ils ont combattu jusqu'à un certain moment d'abord avant de décrocher pour chercher où habiter. Voilà. D'accord. Vous nous avez dit que vous passiez, vous m'arrêtez si je ne me trompe, hein, que vous passiez vos soirées à veiller avec votre arme devant la porte de chez vous, c'est bien ça? Non, j'ai dit que la journée, je m'asseyais devant ma porte avec mon arme pour dissuader des éventuels jeunes patriotes qui cherchaient à piller, parce qu'il y a une boutique en face de chez moi. Voilà, ils ont effectivement pillé toutes les boutiques d'Aquedo. C'est la seule boutique là qui n'a pas été pillée. D'accord. Qu'est-ce que c'était cette arme? C'était quel type d'arme? Mon arme là, c'était une calache. Puisque je suis militaire, j'ai une dotation. Donc je suis venu à la maison avec ma dotation. D'accord. Vous voulez dire que c'était votre arme réglementaire? Voilà, c'est mon arme réglementaire que j'avais sur moi. Mais Le juge président, puis-je vous demander de ralentir un peu et d'attendre quelques instants avant de répondre à la question? Merci. Autant pour moi. Donc vous aviez votre Kalachnikov réglementaire. Est-ce que vous aviez une autre arme, par exemple un pistolet réglementaire? Non, je n'ai pas de pistolet. J'ai ma calache. J'avais, parce que je ne l'ai plus aujourd'hui. D'accord. Et les hommes, les 18 soldats que vous aviez recueillis ou accueillis, est-ce qu'ils avaient eux-mêmes leur propre arme réglementaire? Bon, on va rectifier quelque chose. C'est-à-dire l'effectif 18 dont je parle, c'est y compris ma femme, mes enfants. Voilà, c'est cet effectif qui faisait 18 dans ma maison. Voilà, ce n'est pas 17 soldats qui sont venus, qui étaient chez moi. C'est-à-dire, je fais allusion de l'effectif qui était dans ma maison à cette époque. Voilà, donc y compris ma femme, mes 4 enfants et ma nièce. Voilà. Et alors, il y avait combien de soldats? Bon, si on fait une petite soustraction, j'ai eu ma femme, mes 4 enfants et ma nièce, ce qui fait un effectif de 6 personnes. Voilà, donc les militaires qui étaient là étaient au nombre de 11. with you. Juge président, il y en avait 12 avec vous. Vous compris. Qui fait le 12e individu.
Yes. Et donc, je vous repose ma question. Oui. Ces soldats qui avaient trouvé accueil chez vous, disposaient-ils de leur arme réglementaire? Oui. Il y a Kodanzi qui s'est déplacé aussi avec son arme. Et il y avait Aoutou aussi qui avait son arme. Donc on avait au moins 3 armes dans la maison. 3 Kalash? 3 Kalash, oui. Et monsieur, est-ce que vous aviez le droit, vous des militaires, de prendre des armes qui appartiennent à l'État et de les amener dans votre maison? Effectivement, ce que vous dites pouvait être juste si on était dans un temps normal de la composition militaire. Mais on était dans une période où, effectivement, chacun avait besoin d'être sécurisé. Alors, vous voulez que moi, l'État de Côte d'Ivoire m'a attribué une arme, je l'abandonne là et quelqu'un va me trouver dans ma maison et puis encore je vais le supplier? Non. Puisque cette arme même, en plein temps, elle est toujours avec moi. Je travaille avec ça. Voilà. C'est-à-dire, à un moment donné même, nous les militaires, nos armes ne retournaient plus au râtelier. Quand on revient des services, chacun va avec son arme chez lui. Voilà, ça c'est courant depuis 2002 même. Depuis 2002, chacun va avec son arme chez lui. Donc, vous voulez que moi, je dépose pour moi, et puis quelqu'un va venir me mettre à genoux chez moi? Ça, c'est pas possible. D'accord. Alors ma question est probablement plus une question théorique, mais techniquement, est-ce que prendre une arme qu'un militaire n'est pas censé prendre pour l'amener chez soi, quelles que soient les raisons, vous venez de nous donner des raisons, est-ce que techniquement ce n'est pas assimilable à du vol de matériel militaire? Pas du tout. Je vous dis bien que depuis 2002, chaque militaire de Côte d'Ivoire, après son service, va avec son arme à la maison. Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le seul. Il n'y avait plus, on ne déposait plus les armes dans leur atelier. Voilà, chacun va avec son arme chez lui. Et le lendemain, il vient avec. Je vous situe bien là, je dis bien depuis 2002. Depuis l'éclatement des événements du 19 septembre 2002, chacun a son arme sur lui. Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier. Mais sinon, ce que vous dites, effectivement, le militaire, il est censé, après le service, de garder son arme dans un râtelier, qui le prend dans la période. Ça, c'est comme ça qu'on vivait depuis moi, mon incorporation de 89 jusqu'à 2000. Ça, c'est comme ça que la chose se déroulait. Voilà. D'accord. Le juge président, Maître Altit, nous savons tous qu'il ne s'agit pas d'un vol. Il peut s'agir d'une irrégularité, mais en aucun cas d'un vol. So, we know it both. Huh? Nous le savons tous les deux, n'est-ce pas? Alors, monsieur le témoin, alors vous nous avez dit, ou plutôt vous avez dit à la représentante de l'accusation tout à l'heure, que vous n'étiez pas allé plus de 3 fois au camp d'Akwedo, à cette époque. Vous vous souvenez avoir dit ça? Oui, je me souviens bien avoir dit ça. D'accord. Et si j'ai bien compris, les 3 fois, c'était pour aller chercher des tubercules de manioc, c'est ça? Exact. D'accord. Alors, pour qu'on comprenne bien, je voudrais savoir, ces tubercules de manioc, vous les ramassiez juste à l'extérieur du camp ou vous alliez à l'intérieur du camp pour les prendre? Les champs sont à l'intérieur du camp. C'est-à-dire, bon, je peux vous décrire un peu le camp. Hein. Le camp, il y a les habitations, mais effectivement, il y a une brousse où les gens, les militaires, font des champs de manioc, de maïs, voilà.
Et c'est ces maniocs-là qu'on partait déterrer pour manger. D'accord. Et si j'ai bien compris aussi, vous vous cachiez pour faire ça. Est-ce que c'est vrai? Bon, on se cachait pour faire, c'est un peu trop exagéré, puisque où on passe, il y a un passage. Sur ce passage, effectivement, c'est là que le petit Libérien m'a demandé où j'allais et que le jeune ébrier d'Akwedo nommé Agbré lui a dit non, c'est notre vieux père, il faut le laisser passer. Donc, me cacher, c'est un peu trop dit. Mais réellement, le champ ne nous appartenait pas. On y va déterrer parce que nos amis à qui appartient le champ, là, chacun s'est donné une destination. Donc, on y va déterrer pour venir manger. Donc, me cacher, je ne sais pas ce que vous voulez me dire. Par exemple, vous nous avez raconté le moment où vous êtes tombé, si j'ai bien compris, par hasard sur le capitaine ou commandant Acapia. Et de votre récit ressortait l'idée que vous aviez essayé de ne pas vous faire voir de lui. Est-ce que c'est correct? Bon, dire que on ne se cachait pas véritablement d'Acapia, mais on se méfiait parce que en venant de la maison à venir chercher les tubercules d'igname, on ne vient pas en armes. Pour ne pas créer d'incidents, on laissait nos armes à la maison, on ne vient pas avec. Donc, quand tu n'es pas armé et que tu es en face des individus qui sont armés, il faut être minutieux dans tes propos et dans tes actes. Sinon, un coup peut partir et puis c'est fini. Voilà. Donc, voilà ce qui fait qu'on était prudent. Mais on ne se cachait pas. On était prudent, c'est tout. Il faut démontrer ça par une prudence, pas on se cachait. D'accord. Mais quand vous rencontrez Acapia, et qu'il vous parle, si j'ai bien compris, vous m'arrêtez si je me trompe, vous partez immédiatement sans demander votre reste. Une fois qu'il vous parle, vous partez tout de suite. C'est bien ça? Non, on lui a laissé le temps de parler, mais seulement on n'a pas réagi à ses propos. Voilà. Réellement, il voulait nous emmener peut-être à réagir, mais on n'a pas réagi à ses propos. Donc lui aussi, ça ne l'a pas encouragé à continuer et on s'est séparés. D'accord. Alors, ensuite, vous nous avez dit que vous étiez revenu au camp après le 11 avril et que vous étiez adressé aux soldats et aux Libériens qui se trouvaient là. C'est bien ça? Aux miliciens et aux Libériens, pas soldats. Alors, est-ce que vous ne nous aviez pas dit tout à l'heure qu'il y avait des Libériens, mais qu'il y avait aussi des soldats du 1er BCP qui étaient restés là? Bon, là, peut-être que mes propos ont été mal interprétés. J'ai dit, quand j'étais assis devant chez moi, le groupe de miliciens qui passaient, qui pillaient, il y avait des militaires du contingent Blé Goudé dedans. Mais je n'ai pas dit qu'après le 11 avril, quand je suis allé au camp et que j'ai trouvé les militaires du contingent Blé Goudé, j'ai dit que j'ai trouvé des miliciens et des Libériens. Voilà. D'accord. Donc vous revenez au camp et vous vous adressez à ceux qui se trouvent là, c'est ça? Oui. Et vous étiez tout seul? J'étais avec mon ami Monet Yapi. On était deux. Et vous n'aviez pas peur? Non, je ne pouvais plus avoir peur parce qu'eux, ils étaient en position de faiblesse maintenant. Mais c'était bien les mêmes personnes qui vous faisaient peur la veille, c'est bien ça? Bon, quand vous me dites qu'ils me faisaient peur, c'est un peu trop exagéré. De ma nature, moi, en Bolivie Balo, je n'ai pas peur. Voilà. Ils ne me faisaient pas peur, mais j'étais prudent. Parce que quand je venais vers eux, je n'étais pas armé comme eux. Ce n'est pas une peur.
D'accord. Dites-moi, le champ de manioc qui se trouvait dans le camp, c'était le seul endroit où vous pouvez récolter du manioc? Il n'y avait pas des endroits plus accessibles, puisque vous habitiez un peu plus loin, vous, du camp. Vous étiez pas... Est-ce qu'il n'y avait pas des endroits plus accessibles où vous pouviez récolter des tubercules de manioc sans aller au camp? Non, mais si je m'hasardais à aller chercher des tubercules de manioc dans un autre endroit, je serais taxé de voleur. Parce que ces champs appartiennent à des personnes que je ne connais pas. Mais les champs du camp, effectivement, c'est les champs des militaires. Là, au moins, en les prenant, je suis davantage très à l'aise. Donc, je ne pouvais pas aller ailleurs si ce n'est pas au camp. D'accord. Est-ce qu'il est juste de dire que quand vous alliez chercher des tubercules de manioc, vous ne traîniez pas dans le camp? Vous alliez directement chercher les tubercules de manioc et vous repartiez tout de suite? Oui, puisque c'est l'activité pour laquelle je me suis rendu dans le camp. Donc dès que je les ai, je retourne. D'accord. Alors, vous nous avez dit à un moment, ou plutôt vous avez dit à la représentante de l'accusation qui vous interrogeait, qu'à un certain moment, il y avait je reprends votre terme, une confusion totale. Vous vous souvenez que vous aviez dit ça? Allez-y au bout de la pensée d'abord. D'accord. Il y avait une confusion totale et vous nous avez donné, ou vous avez mentionné un certain nombre de protagonistes qui expliquaient la confusion. Parmi ces protagonistes, vous avez dit qu'il y avait ceux qui venaient du nord pour prendre Abidjan. Vous vous souvenez avoir dit ça? Oui. Ma question est, qui étaient ceux qui venaient du nord pour prendre Abidjan? Mais c'était les FSI. C'était une armée? Oui, je peux répondre comme ça, oui, parce que en 2006, 2007, si j'ai belle mémoire, eh bien, M. Laurent Gbagbo les a légalisés. Il les a légitimés. En 2007, où M. Soro Diom a été nommé Premier ministre, ils ont été légitimés. Donc oui, c'est une armée. On les appelait Forces armées des forces nouvelles. Et après, ils sont devenus FSI. Donc oui, c'est une armée. Avec une hiérarchie? Avec une hiérarchie, oui, ils avaient un état-major qui était dirigé par le général Soumaïla Bakayoko. Ce grade de général même, c'est M. Gbagbo Laurent qui lui a donné. D'accord. Et ceux qui arrivent, ces FRC qui arrivent du nord pour prendre Abidjan, d'après vous, ils sont commandés par qui? Ils ont leur état-major qui était constitué du général Soumaïla Bakayoko, du général Gueux Michel et d'autres officiers. Le général Soumaïla Bakayoko et le général Gueux Michel, c'est M. Gbagbo lui-même qui leur a donné ce grade de général-là. Voilà. Et les autres chefs de guerre, c'est M. Gbagbo lui-même qui a validé leur statut de commandant. Donc c'était des militaires. Je ne sais pas. Sinon, c'est des militaires. C'est une armée bien constituée. Oui. D'accord. Bien constituée avec de l'armement lourd aussi? Bon, pour pouvoir décrire l'armement d'une armée, il faut y être. Moi, je n'étais pas avec eux, donc je ne peux pas décrire leur armement. Mais une armée qui progresse, effectivement, elle est prête. Voilà. D'accord. Il y avait des dozos avec eux? Bon, monsieur l'avocat, vous voyez, moi, je ne rentre pas dans ces débats-là. Si moi, je suis en palabre contre vous, ce que moi, je peux utiliser pour vous vaincre, je les utilise. Donc, l'appellation d'ozo ou quoi, moi, je ne rentre pas dans ces détails-là. Je suis désolé.
Alors, si vous permettez, je vais essayer de comprendre ce que vous venez de dire. Est-ce que vous venez de dire que vous saviez s'il y avait ou pas des dozos, mais que vous ne vouliez pas répondre, ou bien que vous ignoriez s'il y avait des dozos? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Je voulais juste que vous sachiez que quand nous sommes face à face pour lutter un objet, parce qu'en m'emmenant sur le terrain des dozos, c'est juste peut-être pour changer la donnée des choses. Non, moi, s'il y a des dozos ou pas, ça, je ne peux pas le savoir parce que je ne suis pas sur le théâtre des opérations avec eux pour savoir comment ils sont constitués et qui ils sont composés. Ça, vraiment, je suis désolé, moi, je ne rentre pas dans ces détails-là, c'est ce que je vous dis. D'accord. Est-ce que, à votre connaissance, ces forces FRCI qui venaient du Nord et ou d'éventuels supplétifs dont on ne saura rien parce que vous ignoriez s'il y avait des dozos, est-ce qu'à votre connaissance, ils ont commis des exactions, soit dans leur marche vers Abidjan, soit à Abidjan même? Voilà, vous me donnez là l'occasion de clarifier quelque chose. Vous savez, quand on a soi-même entrepris d'organiser des élections, ça veut dire qu'on est prêt à accepter les résultats, quel que soit comment ils se présenteront. Monsieur Gbagbo, en 2006... Si vous permettez, monsieur le témoin. Oui. Je vous interromps une seconde et vous me pardonnez. Et ma question, je crois, est précise et je voudrais que vous y répondiez précisément. Vous nous avez déjà dit beaucoup de choses qui ont été prises en compte par les personnes qui notent et qui ont noté tout ce que vous disiez. Donc il y a déjà beaucoup de choses que l'on sait et on n'a pas besoin d'y revenir. Je voudrais simplement que vous répondiez à ma question. Vous voulez bien? Oui, mais pour que je réponde à cette question, il faut que je dise ce que je veux dire là. Il faut que je le dise. Il faut que je dise ce que je veux dire. C'est pourquoi que je suis là. Vous êtes là pour répondre aux questions, monsieur. Reprenez votre question. Alors, c'est une question simple. Est-ce que les FRCI, cette armée que vous avez mentionnée à l'instant, et ou des supplétifs de cette armée, dans leur marche vers Abidjan en 2011, ou à Abidjan même en 2011, se sont rendus coupables d'exactions, à votre connaissance? Moi, je suis un soldat. Donc, dans mon formation de soldat, quand je progresse pour un objectif et que j'ai des embûches devant moi, effectivement, je les détruis pour passer. Donc, me demander s'ils ont commis des actions ou pas, c'est une armée qui progresse. S'il y a des obstructions à leur passage, mais c'est normal qu'ils lèvent ces obstacles d'abord avant d'avancer. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi vous voulez que je vous dise s'ils ont commis des actions, des exactions ou pas. Ça, vraiment, c'est une armée qui progresse. D'accord. Alors, je vais peut-être préciser un tout petit peu ma question pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Quand je parlais d'exactions, il s'agit de crimes. Ont-ils commis des crimes? Et des crimes en particulier à l'encontre de civils? C'est ça ma question. Oui, mais pour répondre à cette question, vous refusez que je vous donne un détail important avant que je ne réponde à cette question. C'est là aussi qu'il y a problème. Parce que vous refusez que je vous donne un détail qui est important pour moi. Juge président. Monsieur le témoin, donnez votre détail et ensuite répondez à la question, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Gbagbo,
qui a nommé M. Surodjom Premier ministre. Donc, c'était dans l'objectif d'atteindre des élections. Les élections ont eu lieu. Au premier tour, M. Gbagbo est premier, il n'y a pas eu de problème. Au second tour, il vient en deuxième position. Et la télévision nous a montré son représentant qui a pris les feuilles d'élection qu'il a déchirées. Oh, arrêtez ça, M. Damana Picasse. Vous savez, quand on met son enfant à l'école, quand il a les bonnes notes, les copies sont vues. Mais quand c'est les mauvaises notes, soit l'enfant il déchire ou il cache. Donc déjà, à partir de là, ça démontre que M. Gbagbo avait déjà perdu les élections. Pour nous, les profanes, parce que nous, on ne fait pas les calculs que vous faites. Voilà. Le fait qu'on nous démontre que M. Damana Picasse a déchiré les feuilles des élections est une preuve pour nous que oui, le camp Gbagbo a perdu. Et moi, j'ai discuté un poste avec vous, que j'ai gagné. Et vous voulez rester dessus. Vous voulez que je fasse quoi? Je viens avec la force pour vous arracher. Et M. Gbagbo a instrumentalisé beaucoup de nos compatriotes, parce que le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple en majorité analphabète. Voilà, on leur a fait croire que non, c'est des Burkinabés, c'est des Maliens qui viennent prendre votre pays. Monsieur le Président. Or, et c'est pourquoi il y a des gens qui sortent. Un Malien va venir prendre mon pays, non, il faut que je lui barre la route. Donc, ils sortent pour pouvoir fermer les routes. Et les gens aussi, c'est une armée constituée qui arrive. Il faut qu'ils passent. Donc, ils font du mal. Voilà les raisons. Je vais vous rappeler, je vais vous dire quelque chose encore. M. Gbagbo a décoré un jeune abbé d'Agboville sous prétexte qu'il a fait barrage à un char de l'armée française. Et on l'a décoré au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, c'est des choses ça là. Le juge président, monsieur le témoin, bon, nous vous avons bien compris, mais nous ne sommes pas ici pour faire de la politique ou de la propagande. Nous sommes ici pour parler des faits qui se sont produits. Et dans ce cas précis, le Conseil de la défense de M. Gbagbo vous a posé des questions et nous vous demandons de répondre à ces questions. Nous ne sommes pas là pour revivre tout cela du point de vue politique. Mais bien sûr, nous vous avons bien compris. Maître Altit. Président. Alors, monsieur, vous voulez bien répondre à ma question? À votre connaissance, les FRCI descendant du Nord, sur leur chemin vers Abidjan ou arrivés à Abidjan, et ou leurs supplétifs, le cas échéant, se sont-elles livrées à des crimes contre les populations civiles? Si vous savez, vous nous dites. Si vous ne savez pas, vous nous dites aussi que vous ne savez pas. Bon, moi, je ne sais pas. Président, dans tous les cas, le témoin a dit qu'il y a eu effectivement des exactions, donc d'une certaine manière, il a répondu à votre question et on peut l'interpréter ainsi. Il y a également d'autres choses qui ont été transcrites, donc nous pouvons poursuivre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Les hommes du premier BCP, est-ce qu'ils se sont battus contre ces forces qui venaient du Nord à l'époque de la crise post-électorale, hein, entendons-nous bien? Ah, ok. À l'époque de la crise post-électorale, le BCP, effectivement, a un poste à Bobo, à la RTI. Des postes à Bobo et à la RTI. Donc, effectivement, le premier BCP s'est battu dans un premier temps. Mais, parce que la preuve même, on a un officier qui est mort à Bobo, le capitaine McDonald, et un sous-officier, le sergent-chef Lingbeyan, qui sont morts dans ces affrontements d'Abobo, qui ont perdu la vue. Le capitaine Saïri Gabi Habib, il traîne aujourd'hui les séquelles. Il est au BOI du premier BCP. Donc, le BCP s'est battu dans un premier temps. Mais quand maintenant, il a commencé à faire voir que non, toutes les villes de Côte d'Ivoire sont prises, c'est en ce moment précis que le commandant Mel leur a demandé de rester chez eux. Sinon, au début, le premier BCP s'est battu.
Répondez bien à mes questions. Hein. Ça, vous nous avez déjà dit. La seconde partie de votre intervention, vous nous l'avez déjà dit. Donc, il s'est battu, d'accord. Vous nous avez parlé d'affrontements à Abobo, et vous avez cité des officiers et des soldats qui ont été tués ou blessés. Par qui ont-ils été tués ou blessés à Abobo? Bon, à l'époque, à Bobo, c'est à Bobo même que tout a commencé. À l'époque, il y avait un commando invisible là-bas que moi, je ne connais pas. Voilà, il y avait un groupe là-bas qu'on appelait commando invisible qui s'attaquait aux hommes en tenue. Voilà. Commandé par qui, ce commando invisible? Mais si je ne connais pas un groupe, comment je peux connaître leur commandant? Parce que c'est plus tard maintenant, après l'installation de l'actuel pouvoir en Côte d'Ivoire, que, paix à son âme, Ibrahima Koulibaly dit IB, a dit dans les journaux que c'est lui qui était le responsable des commandos invisibles. Voilà. Là, ça, c'est dans les journaux qu'on a appris ça. Mais sinon, moi, je ne connais pas le responsable du commando invisible. D'accord. Donc, si l'on comprend bien, vous nous dites qu'il y avait à Bobo un groupe armé qui s'appelait le commando invisible qui s'en prenait soit aux militaires, soit aux gendarmes, soit aux policiers. C'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, en fait, il y avait, toujours pour essayer de comprendre, il y a eu la descente sur Abidjan des FRCI dont vous parliez, et puis il y avait avant, à Abidjan même, et plus précisément à Bobo, un groupe ou plusieurs groupes armés qui attaquaient les forces de sécurité. C'est bien ça? Oui, je crois. D'accord. Vous ne savez rien sur le commando invisible? Je ne peux pas savoir puisque je ne les connais même pas. Mais vous alliez au camp de temps en temps, au camp d'Aquedo, pendant la crise. Quelques fois au moins, n'est-ce pas? C'est ce que vous nous avez dit. Oui, quand la crise n'était pas intensifiée, quand le commandant Brice n'avait pas encore donné ordre aux militaires de rester chez eux, il m'arrivait d'aller au camp, oui. D'accord. Et quand vous étiez au camp, vous ne parliez pas aux soldats? Par exemple, aux soldats qui avaient combattu contre le commando invisible? Oui, mais je vous disais que j'ai mon ami, le sergent-chef Ilim Béan, qui a perdu la vue là-bas. Effectivement, il m'arrivait de savoir dans quelles circonstances, de demander aux jeunes qui étaient avec eux dans la mission, de savoir dans quelles circonstances ils ont perdu la vue, puisqu'il est le seul qu'on n'a pas pu conduire au moins à l'hôpital avant qu'il ne meure. Et jusqu'à aujourd'hui même, on n'a même pas vu son corps. Or, par contre, le capitaine McDonald, lui, il a été conduit à Hachement et c'est Hachement, il a rendu l'âme. Donc, il m'arrivait de demander. Mais seulement, ces soldats, ils refusaient d'évoquer le sujet. Voilà. Est-ce qu'il vous parlait d'embuscade? Bon. Ça, je n'ai pas causé d'embuscade avec quelqu'un. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel combat ils ont pratiqué pour venir à bout de ces militaires du 1er BCP. Je ne connais pas la nature du combat qui a été pratiqué. L'embuscade est un combat. Je ne sais pas quel combat ils ont pratiqué. Vous, à ce moment-là, si j'ai bien compris ce que vous disiez hier, pendant toute la crise post-électorale, vous étiez en arrêt maladie, c'est ça? Oui, j'avais un repos médical, oui. D'accord. Et vous nous avez dit, vous m'arrêtez si je me trompe, que ce repos médical a commencé en août 2010 et s'est terminé pratiquement le jour de l'arrestation du président Gbagbo, c'est-à-dire le 11 avril 2011, c'est ça? Le lendemain du 11 avril 2009, mais quand je suis allé au camp, je ne suis pas allé travailler. Voilà. Attendez une seconde. Répondez bien aux questions. Oui. Donc, Reposez-lui la question. Quand est-ce que cela a commencé? Quand est-ce que cela a fini? Ça a commencé quand, monsieur le témoin? Et quand est-ce que cela a fini?
À quel moment est-ce que vous êtes revenu travailler? En mai ou juin 2011, c'est là que j'ai repris le travail. D'accord. Donc, le repos médical, votre arrêt médical a eu lieu d'août 2010 à mai 2011, c'est ça? Je crois. D'accord. Bon. Mais vous alliez de temps en temps au camp. Oui, je vous le dis. Attendez. À peu près combien de fois par mois? Une fois par mois? Plus? Moins? Est-ce que vous pouvez nous donner une approximation pendant cette période de la crise post-électorale? Bon. Vraiment, je ne peux pas, ça dit de ma position, je ne peux plus savoir combien de fois j'allais au camp. Puisque je peux aller, j'habite à Kodo village. Le camp est au moins à 500 mètres de moi. Donc, je peux y aller quand j'ai envie. Voilà, donc moi, je ne compte pas le nombre de fois que je suis allé au camp. Yes. Excuse me, but did you... Le président, oui. Mais est-ce que vous y allez assez souvent ou extrêmement rarement? Non, j'y vais assez souvent. Je vais là-bas souvent. Okay. Président, OK. Merci, Monsieur le Président. Donc, quand vous alliez au camp pendant toute cette période et que vous parliez à vos collègues militaires et que vous appreniez qu'ils avaient été attaqués, que certains avaient été tués, etc., ça ne vous donnait pas envie de participer avec eux au combat? Vous n'aviez pas Vous êtes un militaire professionnel. Vous ne vouliez pas vous battre? Vraiment, vous me faites rire. Me battre pour quelle cause? Parce que cette bataille n'avait pas son sens. Puisque la télévision nous a montré qu'un individu représentant les LMP a déchiré les résultats. Moi, je sais déjà de quel côté la balance est. Pourquoi aller me battre? Je ne peux pas me battre dans ce sens. Je suis désolé. D'accord. Donc, si on comprend bien, vous avez demandé ces arrêts maladie pour éviter d'aller vous battre, parce que c'était contre vos convictions, c'est ça? Bon, je ne sais pas si vous voulez interpréter ma pensée. Alors, je vais reposer la question peut-être plus simplement. Les arrêts maladie, vous nous avez dit que à chaque fois que l'arrêt maladie pendant toute cette période arrivait à sa fin, vous le faisiez renouveler, c'est bien ça? Bien sûr. D'accord. Vous le faisiez renouveler, c'était un moyen de ne pas aller vous battre, n'est-ce pas? Bon, monsieur l'avocat, moi je fais partie des militaires qui se sont battus en Bayakro en 2002. Voilà, je sais comment les choses se présentent. En 2002, moi, je fais partie des soldats qui étaient sur le sous-groupement numéro 1 de Mbayakro. Voilà. Donc, je ne voulais plus encore... C'est-à-dire, bon, nos amis même qui ont perdu leur vie, là, leurs familles sont restées comme ça. Ils sont perdus pour un gros zéro. Donc, pourquoi j'allais encore m'engager dans ça? Or, je sais même que la cause pour laquelle on se bat là est une cause vaine. Je ne pouvais pas venir me battre pour ça. Je suis désolé. D'accord. D'où la demande d'arrêt maladie. Est-ce que c'est ça que vous nous dites? Si vous le voulez, c'est ça. D'accord. En 2002, vous avez mentionné à l'instant 2002. Vous voulez parler de l'attaque par les rebelles en septembre 2002, c'est ça? En septembre 2002, effectivement, il y a eu une attaque
des assaillants. Et nous sommes venus contre eux. Nous les avons repoussés d'Abidjan. Mais, monsieur l'avocat, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. C'est-à-dire le ministre de la Défense d'alors, M. Lida Kwasi Moïse, lui-même, il a piégé les armes de la 3e région qu'est Boaké, la 2e région qu'est Daloa et la 4e région qu'est Korogo, sous prétexte que les Zinzin Bayofoué sont des miliciens du général Guy Robert. Donc, il faut les enlever à Abidjan, il faut les mettre à l'intérieur du pays. Et lui-même, il a piégé, c'est-à-dire il a enlevé les percuteurs dans les armes de ces casernes-là. Donc, il y a eu une première attaque le 7 et 8 janvier 2001, quand nous avons chassé les rebelles, les assaillants d'Abidjan. Arrivés dans ces zones, ils ont été accompagnés. Ils n'ont pas pu s'arrêter. Mais cette fois, M. Lida Kwasi Moïse lui-même a piégé les armes de ces régions-là. Donc, quand ils ont quitté Abidjan, ils ont eu de la place pour s'installer à Boaké et consorts. Voilà. Donc moi, je ne peux pas engager ma vie encore dans une chose pareille. Je suis désolé. D'accord. Alors, vous avez dit à l'instant qu'on comprenne bien, vous avez parlé de, je crois que c'était janvier 2001, quand nous avons chassé les rebelles. Alors, ça c'est avant septembre 2002, c'est quoi? Vous faites allusion à quel événement? Janvier 2001, quand nous avons... Attendez, quand nous avons chassé les rebelles. 1. De quels rebelles s'agit-il? 2. Est-ce que vous étiez militaire et dans quelle unité? Et où se sont passés ces événements dont vous parlez? Ok. Le 7 et 8 janvier 2001, je n'ai pas dit rebelle, j'ai dit assaillant. Voilà, il ne faut pas confondre les mots. J'ai dit assaillant. Voilà. En janvier 2001, le 7 et 8 janvier 2001, j'appartenais à l'unité BASA, bataillon d'artillerie sol-air. Et effectivement, il y a eu l'attaque des assaillants. Ils ont même introduit une cassette dans la télévision de Côte d'Ivoire qui émettait. Et effectivement, nous avons été déployés autour de la télévision de Côte d'Ivoire. Et par la grâce de Dieu, on a réussi à les mettre en déroute et ils ont fui à Abidjan. Mais arrivé à Boaké, effectivement, puisque les armes à Boaké étaient correctes, les gens de Boaké aussi ont prêté main forte et ils ont réussi à leur donner, à les dérouter. Et bon, il y a eu même un avion qui a décollé à cette époque, un Alpha Jet. Après, où on a dit non, l'Alpha Jet ne sait pas sur la colonne de la Mercedes noire. Voilà, je ne sais pas si ce mot peut vous rafraîchir. La Mercedes noire. Et cet Alpha Jet, on n'a pas vu, on n'a pas su ce qui s'est passé. Mais néanmoins, les gens sont sortis de la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, juste pour que les choses soient claires pour nous, ces assaillants dont vous parlez, c'était qui et ils venaient d'où? Oui, mais ces assaillants, le ministre de l'Intérieur d'alors, de M. Gbagbo, paix à son âme, maître Émile Bogadoudou, nous disait que lui, ça c'est juste après l'attaque de 7 et 8 janvier 2001 dont je vous parle, qu'il connaît où ces assaillants-là empruntent le bus et où ils s'entraînent. Donc lui, il sait où ils sont localisés au Burkina Faso, à Ouagadougou. Donc ce n'est pas moi, je dois maintenant dire où ils sont quittés ou bien. Maître Émile Bogadoudou, je le dis bien, je suis précis. Après l'attaque des 7 et 8 janvier 2001, il y a eu un appel diplomatique des dirigeants du Burkina qui ont dit aux dirigeants ivoiriens que non, vos déserteurs là, ils sont ici. Et Maître Émile Bogadoudou est sorti dans la télévision nationale de Côte d'Ivoire pour dire il sait à quel arrêt ils empruntent le bus et où ils vont s'entraîner. Moi, je suis boxeur. Tant que je vous fixe dans les yeux, vos coups de poing ne peuvent pas me toucher. Voilà. D'accord. Bon, tout ceci est clair, mais est-ce que vous pouvez vraiment, nous on a besoin d'essayer de bien comprendre et de savoir qui a fait quoi. Est-ce que vous pouvez nous donner un nom, 2 noms ou 3 noms des chefs de ces assaillants-là, qu'on sache de qui il s'agit? 1 ou 2 chefs, ou 2 ou 3 chefs Oui, mais c'est pas secret. Maintenant que, parce qu'à cette époque, on ne pouvait pas savoir de nom.
à l'époque de 2001, là, on ne peut pas savoir de qui il s'agissait. On ne peut pas savoir. Sinon, le commandement ivoirien de cette époque le sait mieux que moi. Je ne peux pas savoir. Mais c'est seulement maintenant, après 19 septembre 2002, à une rencontre de Togo, que l'actuel président de l'Assemblée nationale, j'ai nommé M. Zoro Diom, a dit qu'il est le responsable de ces choses. Voilà. Donc, je ne sais pas, moi, à cette époque, en 2001, là, je ne connaissais pas qui était derrière tout ça. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, ces assaillants sont dirigés par Soro Guillaume. Et puis, il y a une nouvelle attaque en septembre 2002. Est-ce que ce sont les mêmes assaillants? Est-ce qu'ils sont encore dirigés par Soro Guillaume? Bon, je crois que vous mélangez un peu mes propos. Je n'ai pas dit les assaillants qui ont attaqué en 2001 là étaient dirigés par Soro Diom. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vous dis que ces assaillants, à cette époque, je ne savais pas par qui ils sont dirigés. Comment je peux le savoir? Des gens que je n'ai pas vus. C'est seulement quand on a dit nos coups de feu ont tué Koulibaly Kadiomogo, qui était un ancien élément de la FIRPAC, qu'on a su que, donc, ça doit être peut-être les déserteurs, là, parce que Koulibaly Kadiomogo, il a été tué à la RTI, paix à son âme. Voilà, mais dire qu'en 2001, là, je pouvais vous dire que non, c'est Soro Diom, je suis désolé, ça, je n'ai pas dit ça. D'accord. Alors, on va essayer de simplifier, de clarifier un petit peu les choses. Vous nous avez dit qu'il y a eu une attaque en septembre 2002, n'est-ce pas? Oui, le 19 septembre 2002, oui. D'accord. Et vous, vous étiez à Bouaké, c'est ça? J'étais à l'École nationale des sous-officiers d'actifs en stage du peloton 2. Et quand il y a eu... Oui. À Bouaké? Oui, à Bouaké. Qui a attaqué? Et soyez simple, si vous pouvez l'être, et donnez-nous le nom du ou des chefs des attaquants, que vous les appeliez assaillants, rebelles, comme vous voulez, si vous le savez. Et si vous ne savez pas, vous nous dites « je ne sais pas ». Oui, mais le 19 septembre 2002, quand il y a eu l'attaque, le premier mot qui est venu, on dit c'est une mutinerie des Zinzins et Bayofoué. Voilà, c'est une mutinerie des Zinzins et Bayofoué. Donc, dans un premier temps, voilà ceux qu'on sait qui ont attaqué. C'est plus tard maintenant, quand le président est venu du Vatican, de Rome, au pied de l'avion, celui qui m'embrasse, je l'embrasse. Celui qui m'attaque, je prends mon glaive et je l'attaque. Et maintenant, c'est des jours plus tard qu'on a compris que, effectivement, ce n'était plus les Zinzins et Bayofoué, mais c'était les militaires déserteurs. Les anciens militaires qui ont déserté. Voilà. D'accord. Ils étaient commandés par qui? Bon, dans les périodes de désertion, là, si on peut définir par qui ils étaient commandés, je crois que c'était IB. D'accord. Voilà. Donc, si je comprends bien, le premier BCP s'est battu contre IB en 2002 et s'est encore battu contre IB en 2010-2011, c'est ça? Bon, si vous interprétez comme ça, oui. C'est ça ou c'est pas ça, monsieur? Oui, mais c'est ça. Non, alors, vous nous avez dit tout à l'heure que vous écoutiez pendant la crise post-électorale la TCI. Vous pouvez nous dire ce que c'est la TCI? Ouais. C'est une télévision qui a été créée au Golfe. D'accord. C'était une télévision plutôt pro-Gbagbo, plutôt pro-Ouattara? C'est une télévision au Golfe. Au Golfe, là, c'était les pro-Ouattara qui étaient là-bas. Est-ce que cette télévision relayait des appels, des mots d'ordre, par exemple, à manifester? À l'encontre de qui? Sinon, moi, je n'ai pas entendu de mots d'ordre à manifester dans cette télévision. Parce que, bon, ce n'est pas tout à tout moment. Je ne suis pas assis devant toute la journée.
C'est quand je suis à la maison, j'ai un bout de temps, j'allume pour regarder. Sinon, je suis dehors. D'accord, mais vous regardez les informations? Oui, je regarde les informations. À propos du golf, est-ce que vous étiez en contact avec des personnes qui étaient au golf pendant toute la crise post-électorale? À dire vrai, non. Mais seulement, il y avait des personnes avec des personnalités avec qui j'ai marché, que j'ai accompagné dans des déplacements qui étaient au golf. Mais réellement, dans la période du golf, je n'avais pas de contact avec eux. Parce que le contact qu'il y a avec moi, c'est quand eux, ils m'appellent. Sinon, moi, je ne les appelle pas. Quand eux ont besoin de moi, ils m'appellent. Voilà. Donc, comme ils ne m'appelaient pas, donc il n'y avait pas de contact entre nous. D'accord. Alors, je vais passer à un autre point que je voudrais éclaircir, si vous voulez bien, que je voudrais éclaircir avec vous. C'est le récit que vous nous avez fait de l'intervention d'un, si j'ai bien compris, d'un recruteur qui s'appelait Zambi. C'est ça? C'est un recruteur? Zambi est un jeune patriote. Un jeune patriote, effectivement, à un moment donné, Zambi est un jeune patriote. D'accord. Je vous interromps et vous me pardonnez parce que vous nous avez déjà tout expliqué, donc on ne va pas recommencer. Moi, je voudrais vous poser des questions à partir de ce que vous nous avez dit. D'accord? Donc, attendez mes questions. Alors, à une question de la représentante de l'accusation qui vous demandait est-ce que les deux personnes dont vous dites qu'elles ont été enrôlées, vous vous souvenez que vous avez parlé de deux personnes? Bien sûr. Est-ce que ces deux personnes ont suivi une formation? Je crois que vous avez répondu oui. Vous avez répondu oui? J'ai répondu que c'est une formation temporaire, c'est-à-dire voilà, une formation à la légère. Une formation à la légère. Voilà. Ma question est, comment vous le savez? C'est compte tenu du temps où ils sont arrivés chez moi et la période où ils ne sont pas venus et où ils reviennent maintenant, ils sont en treillis et ils sont en armes. Donc, je n'ai qu'à me situer de leur passage ce jour-là et le temps qu'ils ont mis et ils sont revenus là en treillis avec le grade de caporal. Ça me permet de dire que non, la formation est légère. D'accord. Mais s'ils sont militaires, qu'est-ce qu'ils font chez vous? Ils ne sont pas dans un camp? Ils n'ont pas des devoirs de militaires? Ils peuvent sortir quand ils veulent? Oui, mais un militaire, il a un temps où il peut sortir. Un militaire n'est pas un prisonnier. D'accord. Donc vous les avez vus, ils vous ont vus et vous avez parlé, c'est ça? Ils sont même venus chez moi à la maison avec leurs armes. C'est-à-dire, puisque j'ai découragé, je les avais tous découragés à retourner. Mais eux, ils se sont entêtés pour aller se faire enrôler. Donc, ils sont venus me montrer que non, effectivement, ils sont devenus militaires. Voilà. C'est comme ça que moi, j'interprète leur acte. D'accord. Et puisque vous parlez, ils vous ont dit où ils allaient être affectés, n'est-ce pas? Mais ils étaient déjà affectés au nouveau camp, au premier bataillon d'Akwedo. D'accord, parce qu'il me semblait avoir compris de vos propos que vous ne saviez pas s'ils avaient été affectés à une unité spécifique tout à l'heure. Là, vous nous dites au premier BCP. Non, premier bataillon d'infanterie. Ah, pardon. D'accord. D'accord. Alors, vous avez dit aussi à la représentante de l'accusation que vous appeliez ce recrutement un recrutement clandestin parce qu'il n'y avait pas... parce que le processus habituel, appel dans les médias, etc., n'avait pas été respecté. C'est ça? Oui. Mais c'était un temps de tension? Oui. Un temps de guerre? Oui. Est-ce que c'est étonnant que dans des circonstances exceptionnelles, il n'y ait pas le même processus suivi qu'en temps de paix?
Mais monsieur l'avocat, vous me faites rire un peu. La Côte d'Ivoire, c'est 322 000 km². Si on doit incorporer la jeunesse ivoirienne au sein des forces armées, on s'arrange pour que toute la population ivoirienne ait l'information. Pourquoi ça va se passer seulement dans les zones qui nous sont favorables? D'accord. Alors, vous nous avez, à propos de cet événement, vous nous avez dit que le dénommé Zambi avait donc parlé à des jeunes gens pour essayer de les convaincre, puis qu'il avait quitté, si j'ai bien compris, la zone dans sa voiture, et qu'il avait été arrêté à un barrage et qu'on avait trouvé des armes dans sa voiture, c'est ça? Ça, c'est quand il venait à Kouédo. Quand il venait à Kouédo. J'ai peur de ne pas vous suivre. Vous nous avez dit qu'il essayait de recruter des gens, pas qu'il essayait de recruter des militaires. Donc pourquoi est-ce qu'il vient à Kouédo? Non, c'est vous qui ne m'avez pas compris. J'ai dit, Zambi est venu avec des jeunes du département de Saint-Fra. C'est-à-dire, il les a recrutés depuis le village Kouet-Infla et il les a mis dans son véhicule pour à Kouédo. Et quand ils arrivaient à Kouédo, il faisait déjà nuit. Donc, chaque soir, à partir de 18h30, 19h, il y a un barrage qui se met à l'entrée d'Akouédo et à la sortie d'Akouédo. Et c'est ce barrage à l'entrée-là qui les a interpellés. Et dans la fouille, qui a découvert des armes dans le véhicule de Zambi. Donc, il les a conduits au camp. Voilà comment j'ai parlé. Vous voulez dire un barrage à l'entrée du camp d'Akouédo et un barrage à la sortie du camp d'Akouédo, c'est ça? Oui, sur le goudron. D'accord. D'accord. Et vous étiez là quand Zambi a été interpellé en quelque sorte? Dans le groupe que Zambi dirigeait, il y avait mon neveu dedans, qui a déjà habité à Kouédo avec moi et qui est allé au village, que j'ai encouragé à retourner au village parce que le champ de son papa est décédé. Donc, il devait aller s'occuper du champ de son papa. Et c'est celui-là maintenant qui est dans le groupe. Donc, il leur a dit, non, j'ai mon oncle qui habite à Kouédo, on peut séjourner là la nuit et demain, on va partir. Et c'est comme ça, quand la garde a découvert les armes dans leur voiture, la garde les a maîtrisées. Et c'est le lendemain matin, mon neveu là m'a appelé. Que ah, tonton, on venait, voilà le problème qu'on a eu la nuit. C'est comme ça que moi, je suis venu maintenant au camp. Voilà. C'est comme ça que j'ai expliqué. D'accord. Donc vous n'étiez pas là. C'est votre neveu qui vous appelle. Oui. Et vous, vite, vous vous dépêchez de venir, c'est ça? Oui. D'accord. Et pourquoi vous venez? Parce que mon neveu est en difficulté. Moi, je ne savais même pas qu'ils étaient nombreux. Pour moi, c'était lui seul. Je ne savais même pas que c'était un nombre d'individus, un nombre élevé d'individus. Je ne savais rien. Parce que c'est au téléphone, il m'a appelé. D'accord. Et monsieur, vous nous avez dit de manière d'ailleurs très claire que vous aviez découragé les jeunes à s'inscrire, à s'enrôler, c'est ça? Non, je les ai découragés, oui, pour ne pas qu'ils s'enrôlent. Je les ai découragés pour qu'ils retournent au village. C'est ce que j'ai dit, oui. D'accord. Je leur ai expliqué que non, cet engagement-là n'est pas un engagement normal, c'est un risque. Ils peuvent perdre leur vie dedans même, donc de repartir au village. D'accord. Voilà. Et c'est un peu étrange, non, qu'un militaire décourage des personnes qui veulent s'engager dans l'armée. Ah non, ce n'est pas du tout étrange, surtout que la procédure n'est pas la procédure normale par laquelle on devient militaire. On a proclamé des résultats, le pouvoir est contesté, les partisans du pouvoir, les partisans des constatateurs enrôlent les jeunes gens. Or, on sait que toute la Côte d'Ivoire est déjà dans la main de l'autre partie. Et toi, tu vas laisser tes petits frères s'engager dans ça? Je suis désolé.
D'accord. Quand vous nous avez expliqué, à la représentante de l'accusation, la procédure normale, vous parliez d'une procédure de conscription, n'est-ce pas? Bon, conscription, je ne comprends pas. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, en Côte d'Ivoire, tous les jeunes de 18 ans doivent se faire enregistrer. Oui. Et puis ensuite, il y a un appel de certains d'entre eux Oui. pour qu'ils soient enrôlés dans l'armée. C'est ça? C'est ça. D'accord. Ça, c'est une chose. Ça s'adresse à tous les jeunes, on est d'accord? Oui. Mais ce dont vous nous parlez là, si j'ai bien compris, je vous pose la question, ça n'a rien à voir. Il s'agit de dire à quelqu'un va t'engager volontairement. Ça s'appelle un engagement volontaire. C'est pas la conscription. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est cette différence-là qui distingue conscription d'un côté, dont vous nous avez expliqué les modalités hier, et cette histoire avec Zambie? Ok, monsieur l'avocat. Le va t'engager vient de quelle autorité? C'est quelle autorité qui demande à ces jeunes-là d'aller s'engager? Quelle autorité? Maître Altit, Oui, monsieur le Président. it's 1 o'clock. Il est 13 heures. Non, non. Mais bon, c'est juste pour vous prévenir. Hein. Si vous voulez 5 minutes, nous pouvons vous donner 5 minutes. So we make Bien. Donc nous allons faire la pause déjeuner. Et nous reprendrons à 14h30 pour notre 3e séance de la journée. Merci, la séance est levée.